Enfin, vous pouvez comprendre si vous lisez le bouquin, quoi. Elle a que des portes fermées autour d'elle. Et il va lui dire, ok, si tu veux patiner, je vois que t'en veux, je te propose mon champion, Orion, mais c'est à toi de le convaincre, en gros. Bonjour à tous, c'est Minus sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier point lecture de cette année. On démarre tout de suite avec le livre que j'ai lu le plus récemment. Oui, c'est un livre qu'on a lu en lecture commune sur le club de lecture Discord et il s'agit de Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo Roman, et c'est le tome 2 de la série Seasons qui a démarré, il me semble, en automne dernier. Oui, c'est ça, avec Un automne pour te pardonner. À savoir que c'est pas vraiment une suite de série, même si ça fait partie de la même série, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le précédent qui a été publié pour lire celui-ci, vous pouvez les lire indépendamment. Évidemment, je les lis au fur et à mesure de l'ordre de parution, comme pour les Campus Drivers, comme pour les Rebel University, comme pour les Braillards, etc., etc. Dans cette histoire, on va être quand même un petit peu à l'opposé niveau ambiance qu'on a pu avoir dans Un automne pour te pardonner, qui était un petit peu plus ciblé enquête, un petit peu plus secret dissimulé, et il y avait beaucoup de relations amicales qui avaient été nouées. Là, ça va se passer différemment puisque les personnages à la base ne se connaissent pas. Du moins, a priori, les deux protagonistes n'ont jamais eu vraiment de rapports amicaux ensemble. On a le personnage de Lily, alias Elisabeth, mais qui se fait appeler Lily, qui est une star montante du patinage artistique. Elle a ça dans la peau depuis qu'elle est toute petite et elle a un binôme puisque c'est du patinage artistique qu'elle fait mais la compétition en duo. Et son duo, comment dire, il ne travaille pas comme elle travaille cet art, cette compétition qu'elle prépare. C'est une acharnée du boulot, vraiment, elle est focus sur ses objectifs et elle a un objectif d'ailleurs très précis, c'est d'arriver à détrôner son idole qui est Orion Williams, qui a gagné un championnat à l'âge de 23 ans et elle veut le battre en remportant cette étoile à 22 ans. Orion, c'est malheureusement le champion maudit. Il y a beaucoup de personnes autour de lui, soit qui ont été partenaires avec lui, soit des proches qu'il a eu dans sa famille, etc., qui sont soit décédés, soit qui ont eu des accidents assez graves et on l'appelle le champion maudit. Ça fait plaisir. Comment évoluer dans cette sphère-là? Ça fait 3 ans qu'il ne patine plus. Et Lily va avoir son partenaire qui va se blesser et elle ne peut plus concourir et donc elle va devoir attendre l'année d'après. Sauf que ça ne lui plaît pas du tout. Elle va en discuter avec sa coach sait pas trop quoi faire et en fin de compte il y a un autre coach qui va passer par là, c'est l'ancien coach de Orion. Je dis ancien parce que du coup il ne patine plus et il va lui dire ok, si tu veux patiner, je vois que t'en veux, je te propose mon champion Orion, mais c'est à toi de le convaincre en gros. L'histoire démarre comme ça. J'ai énormément aimé l'univers du patinage, je le connais plus ou moins, enfin du moins au travers des histoires de mon père, mais je ne connais pas non plus des masses. J'avais extrêmement hâte de lire cette histoire parce que c'est un sport qui m'impressionne vraiment énormément et c'est vrai que j'ai très peu croisé de livres qui ont ce sujet-là. J'ai énormément aimé le personnage de Lily qui est pour moi hyper bien creusé. Je sais qu'on parle énormément des personnages masculins de Morgane Moncombe, c'est un petit peu les book boyfriends par exception, ils sont bien travaillés humainement, etc. Mais alors je trouve que dans cette série là particulièrement je préfère de loin, mais vraiment de loin, la construction des personnages féminins et pour le coup Lily ne déroge pas à cette règle. Déjà c'était pareil dans Un automne pour te pardonner, mais là on a vraiment un personnage qui est froid, qui est déterminé, qui parfois peut être cruel parce qu'elle veut obtenir son objectif coûte que coûte et vraiment rien ne l'arrêtera. Et pour le coup c'est pas juste un cliché parce que je trouve que du coup ça pourrait être cliché si justement il y avait des moments où elle était un peu plus fébrile, où elle cédait parce que machin lui a fait un beau sourire. Non, 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 pas du tout. Vraiment, elle te dégage de la route si tu la gênes. J'avais peur dans ce tome-là de tomber dans une relation toxique parce qu'on allait quand même avoir un rapport de force des deux assez musclé. Orion qui est quelqu'un qui est enfermé dans sa tristesse, qui est enfermé dans les préjugés et dans ce qu'on dit de lui et qui a peur littéralement de toucher quoi que ce soit et de le briser, et il est vraiment dans cette optique et dans cette vision de repousser quiconque s'approche de lui pour préserver la personne d'en face, donc qui peut être parfois pas ouf, pas hyper sympa. Et Lily, comment dire, elle laisse vraiment personne entrer dans sa bulle, elle n'a pas vraiment de vie sociale, sa vie de famille se résume uniquement à ce qu'on lui demande, autre le sport, elle est impliquée dans rien d'autre. Donc j'avais peur que ça devienne toxique puisque les deux ont deux déterminations qui sont certes différentes mais qui du coup auraient pu tourner à quelque chose de toxique. Et finalement j'ai trouvé que la relation s'est avérée plutôt douce, très saine et avec cette compétition dans ce sport qui est présent. Encore une fois je le répète, mais je pense que si j'ai autant
autant aimé ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai pas du mal à le dire que je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment grâce au personnage de Lily, c'est le point fort de toute cette histoire. J'ai aimé lire sa détermination et quand même malgré tout il lire son empathie, sa compréhension vis-à-vis des sentiments des autres. J'ai vu que certains étaient un petit peu déçus et ils trouvaient un bémol au personnage de Lily qui pour eux n'était pas assez froide. Bah moi pour le coup je trouve que quand c'est son sport elle reste dans ce cadre là. Forcément il y a des moments où elle va s'adoucir, mais je trouve que c'est resté quand même assez fidèle au caractère de base de ce personnage. Bon en clair vous avez compris, c'est encore un succès pour ce Morgan mon comble. Je pense que je préfère un petit peu Un automne pour te pardonner parce qu'il y a eu un plot twist. J'avais un tout petit peu deviné au début et puis j'ai zappé de ma mémoire, quelle idiote que je suis, et du coup j'ai quand même eu une belle surprise à la fin et j'ai adoré du coup qu'on ait des chapitres du point de vue de l'antagoniste. Enfin j'ai beaucoup aimé. Forcément celui-ci est un petit peu en dessous parce que c'est un peu mon péché mignon ce qu'on a eu dans le tome précédent. Nous poursuivons maintenant avec le tome 1 de Anatomy Love Stories de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Pour le coup ici on va être à Édimbourg en 1817 et Hazel fait partie de l'aristocratie. Elle a un avenir tout tracé là-dedans, même si on ne lui a pas tellement donné son avis. Elle est promise à son cousin, vous avez bien entendu, à l'époque c'était comme ça. Et quand je dis son avenir est tout tracé, c'est que son rôle est voué à devenir la meilleure épouse possible pour son cousin, voilà. Et évidemment, les femmes à cette époque-là sont soumises, et donc elle doit être pareille. Mais là où on aime bien Hazel, c'est qu'elle rejette cette fatalité. Elle est passionnée de médecine et particulièrement de chirurgie, et donc forcément à cette époque-là, déjà c'est pas très bien vu dans la médecine, mais surtout que pour une femme déjà de travailler tu oublies, mais alors une femme qui s'intéresse à la médecine et à la chirurgie, c'est tout simplement non, elle a que des portes fermées autour d'elle. Elle va faire une rencontre qui va sceller son destin puisqu'elle va faire la rencontre de Jack, un voleur de cadavres. Vous avez très bien entendu ce que je viens de dire, puisqu'à l'époque, pour apprendre sur le corps humain et pour apprendre sur les maladies, comment les soigner, comment notre corps fonctionne, etc., on est obligé de passer par la dissection et donc d'avoir accès à des cadavres. Donc lui il travaille pour le compte de l'université dans laquelle elle étudie. Tous les deux vont être amenés à travailler ensemble et ils vont se rendre compte qu'il y a des cadavres qui disparaissent dans d'étranges expériences et surtout Hazel va décider de mener cette enquête. Alors j'ai vraiment adoré cette histoire, j'aimais beaucoup le côté un petit peu ambiance gothique, très sombre, très enquête. L'époque est juste incroyable. Il est vrai qu'au début des premiers chapitres j'étais un petit peu plus réticente, j'avais un petit peu de mal dans le style de l'écriture. Alors c'est pas non plus un truc sans dénigrer l'auteur, mais c'est pas un style d'écriture très complexe, mais je trouve qu'il y avait quand même une différence dans ce que j'avais l'habitude de lire dans du young adulte. Et finalement, il m'a fallu que quelques chapitres d'adaptation et c'était fini et j'étais complètement prise dans l'ambiance de l'histoire et dans cette quête en fait d'apprendre de nouvelles choses au niveau de la médecine, etc. Tout ce qui tourne autour des expériences médicales, de la compréhension du corps, vraiment c'était, je trouve, très bien abordé et surtout accessible. Je pense que même pour des ados vraiment genre 12-13 ans, je pense pas qu'ils vont avoir de problème à comprendre cette histoire, vraiment. Et on rajoute du coup à tout ça un petit soupçon de fantastique. J'ai énormément aimé vraiment la fin. Quand tu réalises un petit peu tous ces petits indices ou tous ces petits moments de flou qu'on te met au fur et à mesure, t'es en mode bah oui, là, d'accord. Effectivement, il y a une petite romance, mais ça reste une romance de fond et vraiment c'est la thématique, comme je vous disais, de la médecine qui est vraiment au cœur de cette histoire. Pour le coup, là on est sur un coup de cœur, j'ai hâte de lire le tome 2, j'espère qu'il sera à la hauteur, j'espère que Hazel restera ce personnage fort qu'on a pu découvrir dans ce premier tome. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Bon, oui, je vous en ai pas parlé, excusez-moi. J'avoue que je sais jamais trop comment parler des suites de sagas, alors pas pour le coup où c'est des tomes où tu peux lire indépendamment, parce que j'ai toujours peur de spoiler. Je vais essayer vraiment de faire aucun spoil et j'ai du mal pour ce livre-là parce qu'il y a tellement de choses que j'ai aimées et du coup c'est compliqué d'expliquer mon avis sans mettre des exemples concrets, mais du coup les exemples concrets vont spoiler. Bref, je parle de La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon. C'est la suite de la série et du coup là on arrive au moment où la reine du coup est exilée. Je peux pas aller plus loin du coup dans le résumé de ce tome 2 parce que là sinon du coup je spoil. Pour refaire un rappel si jamais vous ne m'avez pas entendu parler du Pont des Tempêtes premier tome, on a la protagoniste Lara, donc c'est notre personnage principal féminin qui a été conditionné, qui a été éduqué comme une arme de guerre, donc éduqué par son père. Il a fait en sorte qu'elle maîtrise
maîtrise hyper bien les arts de la guerre, les arts de la séduction, des complots, la politique, bref, elle cerne tous ces sujets à la perfection, vraiment, c'est une bombe nucléaire, cette nana à elle toute seule. Elle a une mission en tête, c'est d'aller écraser le roi Itikana qui est le royaume ennemi de son royaume natal, à savoir qu'elle vient du royaume de Maridrina. En fait, dans cet univers-là, il faut imaginer comme plusieurs terres différentes, plusieurs petits pays, petites contrées, qui sont rattachées par un pont qui va les lier entre eux. C'est un pont qui appartient au royaume d'Itikana, qui permet de traverser des espèces d'eau très mortelles, très dangereuses, et donc forcément c'est ce pont-là qui permet d'amener des ravitaillements, qui permet d'amener de la marchandise comme je le disais, mais aussi des outils pour pouvoir développer des maisons, développer des commerces, etc., des armes, ce genre de choses, etc. Et si c'est Itikana qui tient ce pont-là, c'est Itikana qui régit absolument tous les commerces de tous les autres royaumes. Et donc forcément les fonds financiers. Elle va être envoyée par son père, un petit peu elle-même, dans le royaume d'Itikana afin d'épouser l'héritier du trône, à savoir le prince Aren. On se doute des enjeux, Lara veut sauver son royaume, son peuple d'une famine et d'une pauvreté extrême, mais elle va rencontrer d'autres personnes, d'autres humains qui font partie du peuple d'Itikana, et forcément le côté humain va venir petit à petit casser quelque chose en elle, révéler quelque chose en elle, sauf que elle est là pour fragmenter le royaume d'Itikana, et est-ce que c'est trop tard ou non? Ça c'est la suite, nous sommes bons, c'est bon, on peut y aller. Le pont des tempêtes avait été un coup de cœur, mais alors celui-ci, et en même temps j'ai du mal à les séparer, pour moi ils ne font qu'un. On me dit souvent que je suis une lectrice facile, bon public, etc. Moi j'ai envie de vous répondre que en fait parfois je sais juste bien cibler les livres que je lis, et alors clairement, je sais qu'on pourrait quand même y trouver des défauts, je les vois, mais je m'en fiche, parce que j'ai tellement kiffé cette histoire que vraiment je m'en fiche. J'ai tellement aimé ce livre-là qui est encore plus fort niveau politique et complot. Je trouve que là ça a été le truc qui a été le plus mis en avant. On a toujours notre romance évidemment, on a toujours d'autres personnages qui viennent renforcer le tout. On a encore quelques petits moments drôles et ça fait plaisir. Le jeu de pouvoir également, c'est excellent. Pour le coup, pour moi, il n'y a eu aucune fausse note, j'ai pas du tout été déçue. J'avais peur à la base de me plonger dedans parce que j'avais tellement aimé que le premier tome que forcément tu le mets un peu sur un piédestal, et c'était pas forcément gagné parce que j'avoue que le côté marin au début j'étais en mode, je sais pas, en fait j'adore. J'ai eu le côté marin parce que quand on te détaille autour du pont et tout ce qui se passe, enfin bref, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis énervée, j'étais émerveillée aussi. Certains personnages sont un petit peu têtus. Aren, tu es ciblée. Je trouvais qu'on avait quand même moins de romance et plus de fantaisie. Après du coup dans le premier tome on avait peut-être un petit peu plus de romance que de la fantaisie. Le tout s'équilibre je dirais, mais tout était terriblement bien mené. Je suis vraiment pas déçue. J'ai l'air de tourner en rond vraiment comme ça, mais vraiment il y a eu aucune faute pour moi et j'ai hâte de continuer de creuser vraiment dans l'univers de Daniel L. Jensen. C'est l'une de mes meilleures découvertes de l'année dernière parce que du coup je l'ai lu en fin d'année dernière et je vous en parle que maintenant, certes. J'ai très envie de le relire et c'était vraiment incroyable. Bon, vu qu'on a parlé de Daniel L. Jensen, aka la nouvelle autrice dont je suis fan, on va évidemment parler du nouveau bébé qui a été traduit en France, c'est Dark Shores. Cette fois-ci il est dans la collection Big Bang, donc la collection Young Adult de Brajlon, et pour le coup on est dans un monde divisé où uniquement les marines, je sais pas trop comment on les prononce, sont les seuls en mesure de traverser la mer sans fin. Et il y a une règle qui existe, c'est que l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Nous avons notre premier personnage principal, Teriana, qui est une marine. Marine, je ne sais toujours pas. Ah oui, et les marines sont les gardiens du secret de la mer. Enfin, vous pouvez comprendre si vous lisez le bouquin, quoi. Elle veut sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, et donc pour cela, elle va devoir entraver certaines règles de son peuple, et il y aura des représailles. De l'autre côté, on a Marcus, qui lui est un célèbre légionnaire, qui a permis à l'Empire de Selendor de conquérir absolument tous les territoires côté Est. Lui aussi a son petit secret, on va dire ça comme ça. L'un des sénateurs de l'Empire va découvrir l'existence des sombres rivages. Il va évidemment vouloir conquérir ce territoire, il va kidnapper Teriana et décider que Marcus sera son binôme, et tous les deux vont devoir partir en mission pour ces nouvelles terres. Forcément chacun ont des objectifs aussi personnels, ils vont être tiraillés entre cette quête, cette guerre, cette espèce d'alliance de conquérir ce territoire avec leurs objectifs qui sont, du coup comme je disais, personnels. Lui a une famille de sang dont il est très attaché, mais aussi sa famille des légionnaires, et elle a un objectif comme je vous le disais précédemment dans le résumé, et tout ça va être une cacophonie dans le sens positif du terme. Je trouve qu'au niveau rythme dans ce livre là, on est quand même un cran au-dessus par rapport au Pont des Tempêtes. Je trouve qu'au niveau complot et politique c'est beaucoup plus renforcé. Teriana c'est complètement le genre de femme hyper forte, hyper puissante qui écrase un petit peu tout sur son passage. Ce que j'ai aimé c'est qu'on n'était pas dans
dans ce côté mystérieux dans le personnage masculin. C'est quelqu'un d'un petit peu plus solaire par rapport à Terriana, même s'il a ses secrets, etc. Je trouve qu'on lit quand même malgré tout assez bien ses émotions. C'est quelqu'un de très respectueux, de très fidèle à ce qu'on lui a inculqué et il est hyper attaché aux ordres qu'il a l'habitude d'obéir. Pour ma part, je trouvais que l'intrigue était très bien ficelée. Je trouvais aussi qu'au niveau cruauté slash quelque chose d'assez, alors je dirais pas dark, mais peut-être plus trash. Alors on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement trash, on n'est pas sur de la dark fantasy, mais encore une fois, je trouve qu'on est sur quelque chose d'un cran au-dessus par rapport au Pont des Tempêtes. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir avoir dans le tome 2, surtout d'un point de vue des personnages secondaires qui pour moi peuvent être la clé de beaucoup de choses et selon moi aussi qui vont prendre beaucoup plus d'importance dans l'intrigue. Le côté aussi empire romain, enfin inspiré de l'époque romaine, c'était juste incroyable et je trouve que ça se mêlait hyper bien du coup à l'univers marin qu'on a de base et on retrouve totalement la plume de l'autrice, à savoir une plume quand même très fluide et très agréable et pour le coup je la trouvais un petit peu plus audacieuse dans Dark Shores. Très hâte de voir comment ces personnages secondaires vont prendre le pas. Nous poursuivons maintenant avec de la romance, il s'agit de Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Envy, publié aux éditions Hugo Roman. À savoir que c'est le premier tome d'une série, mais vous n'êtes pas obligé de lire ce tome là pour pouvoir lire les autres, vous pouvez tous les lire indépendamment, comme pour la série de Morgane Moncombe que je vous ai présentée juste avant. Alors, dans cette histoire, nous avons le personnage principal féminin qui s'appelle Harper. Harper fait des études en journalisme et elle va être amenée à faire la rencontre d'Hunter Clark. Tous les deux sont des personnages assez différents puisque Hunter est lui le sportif, le célèbre sportif qui est très bien connu dans son université, le populaire, le gars que tout le monde veut, le gars hyper sympa, hyper solaire, patati patata, le rigolo, le clown, tout ce que vous voulez. Il a en lui beaucoup de clichés, c'est vrai. Mais c'est pas la célébrité d'Hunter qui fera l'objet de la rencontre d'Harper et Hunter. C'est plutôt quelque chose d'assez comique, j'ai beaucoup aimé la scène, c'était très marrant. Harper, quant à elle, a vécu des choses pas très drôles dans ses années précédentes, surtout que si on prend un petit peu les grandes lignes et le prototype de ce monsieur, ça ressemble fortement au portrait qu'elle avait pu rencontrer auparavant avec une autre personne qui n'a pas été très tendre avec elle. C'est une femme très indépendante et qui veut crier au monde entier ce qu'elle pense. C'est une femme qui, sur les réseaux sociaux, se met en avant, du moins son corps et ses formes, et qui prône le body positif. Et attention, pas que le body positif dans le sens mettre en avant ses formes et son corps, mais dans le sens, je dirais, large du terme, que tu aies de l'acné, que tu aies des cicatrices, que tu aies tel ou tel corps, et en fait n'importe quelle chose qui fait que ton corps est unique, tout ça elle le défend et je trouve que ça a été très bien amené. J'avais peur de tomber dans quelque chose de mal fait ou vraiment juste placé là pour mettre de la diversité. J'avoue que j'appréhendais un petit peu à ce niveau-là et finalement ça n'a pas été le cas. J'ai surtout énormément apprécié l'humour qui a été mis dedans, je crois que c'est le truc que j'ai préféré dans ce roman. Évidemment les joutes verbales entre les deux personnages sont incroyables et c'était un vrai bonheur de ne pas sentir le temps passer quand on lit et celui-ci je l'ai lu en moins de 24 heures pour vous dire et j'ai adoré pouvoir le dévorer. J'espère énormément que ça me fera la même chose avec le tome 2 mais vraiment j'ai pas trop d'inquiétude. J'avais l'impression qu'on venait un petit peu me faire un câlin, qu'on venait apaiser mon petit cœur et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Harper qui est un personnage certes dans lequel je me retrouve pas mal mais surtout qui est le genre de personnage et le genre de fille que j'aimerais croiser dans la vie de tous les jours. Voilà pour mon avis sur ce premier tome. Et on va conclure ce point lecture avec If We Were Villains de ML Rio, donc c'est dans la collection Phibbs aux éditions Castelmore. Je pense que celui-ci vous l'avez pas mal vu passer, j'ai vu des avis assez dithyrambiques. On est sur une lecture qui change de mes habitudes de lecture puisque dans l'écriture, comment dire, c'est pas du tout la même dynamique que je peux avoir dans les romans de fantasy ou dans les romances contemporaines ou dans les romans young adultes. L'écriture est quand même un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, mais surtout le dynamisme est totalement différent. On va suivre Oliver Marks qui sort d'une peine de 10 ans de prison. Il a été emprisonné pour le meurtre de l'un de ses meilleurs amis. Et le jour de sa libération, c'est le commissaire qui l'a fait emprisonner qui le retrouve et qui lui dit voilà, je peux pas tarder à prendre ma retraite, il y a quand même beaucoup de questions que j'ai encore à te poser parce que je ne crois pas à ta version, dis-moi réellement ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Qui a tué ce type? À cette époque-là, Oliver menait des études de comédien pour atterrir dans une troupe de théâtre
Ouais, c'est ça. Enfin, du moins pour être comédien dans un conservatoire qui était assez huppé et très sélectif. Il va se faire des camarades et il va se rendre compte que ses camarades rentrent hyper bien dans certaines cases préfabriquées du théâtre, avec la femme fatale, avec le gars populaire, le tyran, le héros, le méchant, etc. et que lui, il est dans cette espèce de case du personnage secondaire qu'il n'arrive pas à se défaire. Et en tant que lecteur, petit à petit, on va se rendre compte que le théâtre se transfère dans la réalité, dans leur réalité. Les rôles s'inversent, les relations se pervertissent jusqu'à ce fameux meurtre. Ils vont donc tous se retrouver et jouer le rôle de leur vie surtout, convaincre la police ainsi qu'eux-mêmes qu'ils n'ont pas tué ce type. Je dis ce type parce que je me souviens plus du prénom. C'était une histoire pour moi qui était très haletante, très mélodramatique. J'ai énormément aimé l'ambiance du théâtre, que ça s'inspire surtout du théâtre de Shakespeare, c'était très plaisant. J'avoue que pour le coup, moi j'avais démarré le roman sans attendre rien particulier, j'avais pas encore vu les avis dithyrambiques, je savais surtout qu'il tournait beaucoup, mais je savais d'ores et déjà qu'il allait sortir de ma zone de confort. Alors oui, au début j'étais pas très à l'aise avec la plume de l'autrice, et pourtant en continuant l'histoire, en alternant passé, présent et futur, non, pas futur du coup présent, il est vrai que ça a bien fonctionné chez moi et que petit à petit la magie a opéré. On est sur une ambiance lugubre, mélodramatique, avec un espèce de voile de mystère, l'ambiance vraiment chapeau, parce que clairement elle est installée, elle est là, elle est présente et on la ressent. Et les différents thèmes contribuent totalement à renforcer cette ambiance mystérieuse. On a évidemment le deuil, le travail, les remords, l'ambiance et le travail du théâtre en soi, la pression artistique, la rancœur, l'addiction aussi, la dépression, c'est vrai, il y a ça. L'amour passionnel et encore beaucoup d'autres thèmes. Là, j'essaie de survoler un petit peu les thèmes parce qu'on en a beaucoup. Et en même temps, on en a pas trop dans le sens où ça fait pas fourre-tout. Et dans ce livre, les personnages sont vraiment le point fort de cette histoire. Au début, ils sont enfermés dans des cadres et petit à petit, ils vont sortir de ça. Ils sont tous très différents et permettent d'obtenir un juste équilibre et justement par rapport à tous ces thèmes qui sont abordés, d'avoir une large palette de couleurs au niveau émotion et sentiments. Et je n'ai pas de mots pour vous décrire à quel point ça a été finalement très facile de me laisser transporter dans cette histoire et dans toute cette richesse qu'offre le roman. Et vraiment, j'ai été fascinée par l'ambiance du théâtre. Je connais pas trop, j'avoue, là pour le coup, je sèche. Le plot twist m'a complètement retourné le cerveau et c'était à la hauteur du côté tragique que j'attendais. Vraiment, je trouve que du coup c'était hyper en accord avec le théâtre de Shakespeare. Je dis ça comme si j'avais hyper bien étudié Shakespeare, un petit peu, pas plus que ça dans mes études. Et pour le coup, moi j'ai eu un très beau coup de cœur parce que je trouve que souvent quand c'est un coup de cœur, c'est un livre qui a réussi à te transporter et à ne pas te faire ressentir que c'était un effort de lire, et vraiment on est arrivé sur quelque chose d'ultra fluide et en même temps il y avait une complexité dans l'écriture qui m'a pas semblé être un effort à devoir surpasser, et j'ai pris un plaisir fou à baigner dans cette ambiance là qui encore une fois était pas une ambiance gagnée avec moi mais qui l'a complètement fait. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Il était plus ou moins dense, j'avoue que dans les thèmes on va pas encore partout, on reste quand même très centré sur mes genres, mais il n'y a pas eu de déception au moins. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes avis lecture, dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus ou si vous comptez les lire. Sur ce, moi je vais aller monter cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Ah oui, bonne lecture!